Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Ici Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef de Libéral-Média. Couverture spéciale aujourd'hui. Je suis accompagné de Rome Chantal, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Moncton. Monsieur Chantal est spécialiste de la Chine, mais également d'Haïti. Il a travaillé pendant 7 ans avec les Nations Unies sur l'île d'Haïti, sur l'île d'Hispaniola, mais bon, vous comprenez, en Haïti. Et il a été longtemps journaliste également dans la perle des Antilles. Bonjour, Monsieur Chantal. Bonjour, Monsieur Blanchet-Gravel. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, la situation en Haïti est toujours plus préoccupante. Ces derniers jours, un chef de gang qu'on surnomme Barbecue menace d'une guerre civile. Pouvez-vous nous résumer, Monsieur Chantal, la situation en Haïti? Effectivement, c'est une situation d'une gravité exceptionnelle pour un pays dont l'histoire a été jalonnée de crises majeures durant plus de 200 ans. Ce qu'on a vu, ce à quoi on a assisté au cours des derniers jours, c'est non pas à l'effondrement de l'État haïtien, comme on le dit souvent dans les médias, mais plutôt à la démission de l'État. Effectivement, un chef de gang a donné une conférence de presse pour annoncer des actions subversives pour l'ordre public en Haïti, c'est-à-dire son intention, non pas seulement l'intention de son gang, mais d'autres gangs anciennement rivaux, de prendre d'assaut des centres carcéraux à travers Port-au-Prince, non seulement le plus grand centre carcéral de la capitale, le pénitencier national, comme on l'appelle en Haïti, qui est à quelques mètres du palais national, mais aussi un autre centre carcéral à Delma 33 et enfin un autre centre carcéral à la Croix-des-Bouquets, à la sortie nord-ouest de Port-au-Prince. Tout ça, ça fait la libération de plusieurs milliers de détenus, parmi lesquels des bandits de notoriété publique, des gens qui sont extrêmement dangereux, des repris de justice aux États-Unis qui ont été expulsés en Haïti. Donc, en dépit de l'annonce des couleurs, le gouvernement qui est en place n'a pas démontré la moindre volonté de prendre des mesures pour empêcher de telles actions, encore une fois extrêmement graves. Et ce qu'on a compris, M. Blanchet-Gravel, c'est que tout ça participe d'une stratégie du gouvernement visant à entretenir le chaos, puisque c'est un gouvernement dont la présence, le maintien au pouvoir ne tient qu'à un fil, le fil de soutien de la communauté internationale, à laquelle communauté internationale le gouvernement a demandé le déploiement d'une force de maintien de la paix et ce projet tarde à se concrétiser et donc il semblerait que le gouvernement laisse faire mais instrumentalise ses propres gangs pour créer le chaos et donc augmenter l'urgence pour que la communauté internationale intervienne à sa rescousse. C'est l'interprétation que beaucoup s'offrent en Haïti suite à l'inaction inexplicable, le lâchement du gouvernement haïtien. Donc concrètement, on rappelle aux auditeurs, Haïti connaît des dégringolades assez exceptionnelles, c'est assez incroyable. Depuis en particulier l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, en juillet 2021. Bon, on s'entend, la situation était quand même déjà assez précaire avant son assassinat. Mais depuis cet événement, les gangs ont véritablement pris le contrôle de Port-au-Prince, la capitale. Concrètement, comment ces gangs exercent-ils le pouvoir en Haïti, M. Chantal? À visière levée, avec une arrogance caractérisée, avec une assurance qui démontre qu'ils sont les vrais acteurs détenteurs de l'autorité et de l'exercice de la violence physique. Je ne vais pas dire légitime, plutôt illégitime. Des gangs qui fonctionnent en toute impunité, mais parce que
comme on l'a vu avec les sanctions qui ont été décidées par le Canada, les États-Unis, l'ONU, mais aussi la République dominicaine au cours des derniers mois. Il semblerait que ces gangs agissent, mais c'est aussi documenté, je dis il semblerait, mais c'est documenté par beaucoup d'organismes de droits humains travaillant en Haïti. Ces gangs sont associés soit au pouvoir politique, soit à une frange considérable de l'oligarchie haïtienne, d'où ils en sont venus à disposer de moyens extrêmement sophistiqués. Monsieur Blanchet-Gravel, vous avez vu peut-être sur les images circulant sur les réseaux sociaux, un chef de gang ISO qui a démontré les images captées par drone lors de l'attaque contre le pénitencier national qu'ils ont utilisé pour localiser les policiers haïtiens et arriver à communiquer ces informations à ses membres qui ont pu sévir. Donc, c'est vraiment une prise totale, une prise de contrôle totale de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et comme je l'ai déjà dit, en face, le gouvernement n'a montré aucun signe de vie. Au contraire, le gouvernement instrumentalise donc les actions des bandits pour continuer à démontrer à la communauté internationale qu'il est nécessaire d'agir. Mais enfin, M. Blanchet-Gravel, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces gangs fonctionnent aussi avec la complicité active de certains pays étrangers puissants en Haïti, notamment les États-Unis. Donc, je rappelle qu'il y a une Américaine qui était l'envoyée spéciale de l'ONU en Haïti, Madame Niger Lalim, qui a été devant le Conseil de sécurité aux Nations Unies, plaider, louanger, féliciter l'initiative du chef de gang que vous avez nommé, Barbecue, de fédérer les gangs dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et puis, j'ai mentionné les moyens sophistiqués qui sont à la disposition de ces gangs. Drones, il s'agit quand même d'individus qui ne quittent pas Haïti, qui directement, en théorie, n'ont pas les moyens de commander de telles armes aux États-Unis. Les armes sophistiquées dont ils disposent. Donc, ces armes ont été commandées par probablement les cerveaux du banditisme. Car les gens qui ont été sanctionnés par le Canada, les États-Unis, l'ONU, il s'agit de deux anciens présidents haïtiens, de deux anciens premiers ministres, de deux anciens présidents de l'Assemblée nationale, de figures extrêmement influentes et économiquement puissantes de l'oligarchie haïtienne. À partir de ce moment, on comprend que ces gangs font partie du dispositif politique pour le maintien du secteur du parti politique qui est au pouvoir. Et, à mon avis, logiquement, c'est ce qui donne aux gangs toute cette latitude pour opérer, sévir contre les populations démunies, comme ils sont en train de le démontrer. Donc, il faut dire aussi, là, ces gangs-là utilisent le viol pour intimider, évidemment, faire peur à la population, faire peur à leurs opposants. Utilisent des méthodes véritablement violentes, là. Et pour vous, dans le fond, le maintien de cette violence-là sert au pouvoir de justificatif pour se maintenir au pouvoir, mais aussi pour s'appuyer éventuellement sur la force internationale qui va peut-être finir par arriver du Kenya, c'est-à-dire le pouvoir s'appuierait, c'est ça, sur la communauté internationale pour s'appuyer face à se légitimer, c'est-à-dire. Absolument. C'est un gouvernement qui souffre d'un déficit de légitimité qui est indiscutable. C'est même le gouvernement de mémoire de journalistes, mais il y a consensus en Haïti pour l'affirmer, le plus impopulaire de toute l'histoire bicentenaire d'Haïti. En ce sens-là, le gouvernement doit s'accrocher à des moyens de répression
pour empêcher la population de se mobiliser contre lui. On a vu ça déjà avec le gouvernement de Michel Martelly, celui de Jovenel Moïse, lorsque, en 2018, par exemple, pour ce qui concerne ce dernier, qui est depuis, comme vous l'avez dit, a été assassiné, la population s'élevait, se mobilisait contre des dérives autoritaires graves, mais aussi pour demander le jugement de personnalités publiques qui, selon des rapports, étaient impliqués dans un vaste scandale financier, détournement de plus de 2 milliards de dollars en provenance des fonds pétro-caribés donnés par le Venezuela aux fins de financement de projets sociaux, etc. etc. Et depuis, M. Jovenel Moïse avait recouru à l'instrumentalisation de la violence. Il y avait, par exemple, en 2018, le massacre de plus de 70 personnes dans le quartier populeux de La Saline à Port-au-Prince. Donc, ça se poursuit. C'est ce que j'appelle la nécropolitique, en allusion à un concept développé par un philosophe camerounais, Achille Mbembe. La nécropolitique, c'est qu'il y a certains pays, en particulier les États-Unis, qui disposent un droit de vie et de mort sur certaines populations et qui ne se privent pas de l'utiliser. Car ce que je dois expliquer aux gens qui nous regardent en terminant, M. Blanchet-Gravel, c'est qu'il y a 2 projets en Haïti. Un projet clair d'un côté en vue d'une transition de rupture qui passe par la composition d'un gouvernement composé d'éléments crédibles, compétents, au-dessus de tout soupçon de corruption, qui, à partir de la mise en place de ce gouvernement, pourrait entreprendre de négocier avec les pays partenaires d'Haïti la forme que devrait prendre une coopération internationale afin de mettre en branle un processus de paix durable, passant bien entendu par l'organisation des élections. Ce projet est ignoré par la communauté internationale, des pays comme le Canada, puisque ce projet est perçu comme étant un projet subversif, comme étant un projet qui vise à remettre en question les intérêts des États-Unis, intérêts économiques, intérêts géopolitiques. Donc, comme une sorte de projet décolonial, finalement, la poursuite de l'indépendance d'Haïti, finalement, que vis-à-vis de la France. C'est un projet néocolonial, M. Blanchet-Gravel, et je suis Et néocolonial, mais donc celui du gouvernement provisoire et de l'instauration d'un gouvernement véritablement compétent serait vu comme une forme de rébellion face à l'ordre néocolonial. C'est un projet décolonial. Vous avez tout à fait raison, c'est le terme précis. C'est-à-dire un projet qui vise la restitution aux Haïtiens de leur droit à l'autodétermination. Monsieur Blanchet-Gravel, quand vous prenez ce projet qu'on appelle l'accord de Montana, vous le retournez, vous l'étudiez de près, vous le comparez à ce qui se fait de mieux dans des pays comme le Canada, les États-Unis, la France, vous n'avez rien à lui reprocher. C'est le projet le moins imparfait possible qu'on puisse trouver parmi les propositions qui sont faites. Ce projet est ignoré, pas parce qu'on n'en a pas connaissance, mais tout simplement parce que c'est un projet subversif, indiscipliné, qui ne rencontre l'adhésion des puissances comme les États-Unis qui visent le maintien du chaos. Et donc, pour y arriver, maintenir le chaos, ces pays, les États-Unis et leurs alliés, vont proposer le déploiement d'une force multinationale, la mission multilatérale d'appui à la sécurité en Haïti, qui ne serait pas une mission onusienne, mais approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui serait dirigée par le Kenya. On pourra en reparler au cours de notre conversation. Et quel serait l'objectif de cette mission? La perception qui s'est installée en Haïti, et avec raison, c'est qu'elle viendrait permettre au gouvernement corrompu qui est en place, puisque le Premier ministre Ariel Henry, Premier ministre de facto sans légitimité, qui n'a pas été élu, a été 2 fois ministre de
du président, l'ancien président Michel Martelly, qui est lui-même frappé sous le coup de sanctions du Canada et de l'ONU, mais non sanctionné par les Américains parce que c'est le poulain des Américains. Donc, cette force viendrait permettre à M. Henry non seulement de se maintenir au pouvoir, se moquer de la population, des secteurs démocratiques qui revendiquent sa démission, mais aussi organiser dans des conditions qui ne sont pas réunies un méli-mélo électoral, une élection-sélection, afin de porter au pouvoir, comme on l'a vu d'ailleurs en 2010, quelqu'un qui serait docile envers les Américains, et donc, si vous voulez, perpétuer la politique as usual. Donc, c'est ça que... Et en gros, l'intérêt des États-Unis à maintenir Haïti sous tutelle, bon, évidemment, il doit y avoir des questions de ressources naturelles, mais si on peut pour vous, j'imagine que c'est une évidence, mais pour nos auditeurs, l'intérêt de Washington à maintenir sous tutelle Haïti. Ces intérêts sont de plusieurs ordres. Je pourrais rapidement en mentionner 3. Premièrement, pour des raisons idéologiques. Bon, idéologique, on ne l'a pas vu qu'en Haïti. À chaque fois, en Amérique latine, dans les Caraïbes, où il y a des gouvernements qui sont des gouvernements progressistes, basés sur un fort nationalisme, c'est-à-dire revendiquant le droit des habitants du pays à l'autodétermination, droit finalement garanti dans toutes les déclarations au sein de la communauté internationale, Déclaration universelle des droits de l'homme, alors ces gouvernements seront persécutés. Je pourrais citer Salvador Allende au Chili dans les années 70, qui a été bombardé, assassiné dans le palais de la Rosada par les Américains. Henry Kissinger, qui vient d'être décédé, a fait des déclarations scandaleuses pour dire, écoutez, on ne peut pas laisser à des communistes diriger leur pays. Bon, vous comprenez jusqu'à quel point l'impérialisme américain peut se permettre des choses. Mais aussi, vous avez vu ce qui s'est passé avec Cuba, le Venezuela. La fameuse, je vous laisse poursuivre là, au deuxième point parce que vous en avez 3, mais finalement, la fameuse doctrine Monroe, là, énoncée en 1823. Merci beaucoup. En 1823, qui disait l'Amérique aux Américains et interdisant évidemment aux grandes puissances européennes de vouloir s'immiscer dans les affaires de la région. Quand je dis ça sur Libre Média, je veux que les gens comprennent. Je ne suis pas en train de dire que ces gens-là, au Venezuela, à Cuba, sont des anges et qu'ils dirigent leur pays selon des principes qui ne soient pas répréhensibles. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, cependant, qu'il y a des choses aussi qui relèvent de la politique intérieure, qu'il s'agit donc de régler au plan intérieur. Mais le problème avec tout cela, c'est qu'en même temps, on s'aperçoit que lorsqu'il s'agit de gouvernements pro-américains, même si ces gouvernements commettent de graves dérives, ils peuvent rester en place. Le cas d'Haïti est quand même assez instructif. Les Duvalier, père et fils, vous le savez, M. Jérôme Blanchet-Gravel, vous qui suivez l'actualité, sont restés au pouvoir près de 3 décennies, alors même qu'à Washington, on parlait des Duvalier, notamment de Duvalier père, comme étant peut-être le pire sanguinaire en Amérique latine. Pour les 2 autres raisons économiques, lorsque les Américains ont fait leurs premières interventions en Haïti, ils ont installé un schéma. Ils ont dit que c'était pour amener le calme en Haïti parce qu'un président était assassiné, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais on s'est rendu compte par après qu'il n'en était rien. Que les Américains voulaient, au contraire, ouvrir le marché haïtien aux intérêts américains. Ils vont mettre en place une armée qu'ils dominaient, les forces armées d'Haïti, qui d'ailleurs vont ouvrir la voie à l'avènement des Duvalier au pouvoir. Beaucoup d'exactions, les résistants, ceux qui s'opposaient à l'impérialisme américain, les Kako Akao ont été tués, etc., etc. Donc finalement, avec cette armée, ils l'ont utilisée, instrumentalisée pour défendre les intérêts économiques étroits américains. Donc,
Raison géopolitique, idéologique, premièrement, pour chasser, persécuter tous les gouvernements progressistes qui sont assimilés à une alternative chaotique, mais évidemment, on en convient de façon grossière, mais pas seulement les gouvernements progressistes, toutes les initiatives, les mouvements, tous les mouvements populaires sont perçus, assimilés, encore une fois, de façon grossière, comme à une alternative chaotique. Donc, raison économique, raison géopolitique, idéologique. Troisième raison, vous l'avez mentionné, et ça a trait, bien entendu, aux intérêts économiques, le sous-sol haïtien. Et là, je souligne vraiment très, très fortement ce que je vais dire, car il ne s'agit pas de simples rumeurs. J'ai pris le temps, M. Blanchet-Gravel, d'écouter pas ce qu'on en dit uniquement sur les réseaux sociaux, mais les spécialistes qui ont travaillé sur la question pour le gouvernement haïtien, et il y a presque unanimité sur le fait que le sous-sol haïtien regorge en quantité extrêmement importante du pétrole, par exemple. On aurait des quantités similaires, même qui dépassent ce dont dispose le Venezuela, ce n'est pas peu dire, mais aussi de l'or, de l'iradium, entre autres ressources précieuses. Depuis que j'étais en Haïti, M. Blanchet-Gravel, je ne vous raconte pas des histoires. J'ai grandi en Haïti, notamment à Port-au-Prince, pour les dernières décennies avant d'immigrer au Canada. Lors du débarquement des forces américaines au pays en 1994 pour ramener l'ancien président Jean-Bertrand Aristide au pouvoir après un deuxième coup d'État contre lui, les soldats américains transportaient des échantillons de notre sous-sol récoltés un peu partout, clandestinement, le soir. Tous les Haïtiens qui étaient suffisamment âgés le savent. Et donc, pour cette raison, les Américains n'entendent pas raison et veulent à tout prix garder le contrôle du pays. Et la manière de le faire, bien entendu, c'est de se servir d'éléments d'Haïtiens, des laquais, sans colonne vertébrale, sans personnalité, qui en contrepartie, c'est-à-dire pour les services rendus aux despotes étrangers comme les Américains, peuvent s'emplir les poches et donc enrichir leur clan, parti politique, famille, amis, femmes. Voici comment je peux vous résumer, grosso modo, la misère du peuple haïtien. Il faut parler quand même de la femme de Jovenel Moïse, Martine Moïse. Je le rappelle, le président Jovenel Moïse a été assassiné en juillet 2021 par un commando principalement composé de mercenaires colombiens. Ils sont entrés dans la résidence présidentielle sans résistance de la part des gardes du corps, qui est un élément assez louche, si on peut dire. Et donc, Madame Moïse sera jugée devant un tribunal pour complicité dans le meurtre de son mari. Comment peut-on expliquer un scénario digne des meilleurs films de James Bond? Écoutez, c'est une question complexe. Cette accusation est tellement grosse qu'il faut réfléchir par plus que 2 fois avant de s'aventurer à accréditer cette thèse. Ceci étant dit, dès le lendemain de l'assassinat crapuleux dans les conditions absolument effroyables du président Jovenel Moïse, qui était bien entendu lui-même un sanguinaire, le comportement de son épouse, pour peu qu'on suivait sa façon de se comporter, était susceptible d'alimenter quelques questions sans que ces impressions soient nécessairement des preuves irréfutables de son implication. Par exemple, le président est assassiné par un commando, comme vous l'avez dit, composé de ressortissants étrangers, dont des Colombiens, en compagnie de sa femme, qui n'a pas été tuée.
aucun des gardes du corps n'a été touché. Le président a quand même une porte sécurisée, mais dont on connaît le code qu'on a utilisé pour s'immiscer dans sa chambre. La première dame a dit dans des déclarations publiques qu'elle avait reçu 8 balles, alors qu'il n'en était rien, en train d'être transférée dans une salle d'opération en Floride aux États-Unis, suite aux blessures qu'elle aurait subies. Elle a trouvé quelques heures après la sérénité, le sang-froid pour enregistrer une déclaration, un message au peuple haïtien, lui annonçant qu'elle va poursuivre le combat du président. Elle est revenue, après avoir reçu autant de blessures des États-Unis pour assister aux funérailles quelques jours plus tard de son mari. Et en descendant de l'avion, elle a fait montre d'une énergie incroyable au point d'être sur le point d'arracher le poignet à l'ancien Premier ministre Claude Joseph, qui est son ami. Et elle a tout de suite entrepris une tournée nationale qui avait une allure de pré-campagne. Alors, maintenant, s'ajoutent les déclarations, mais vraiment accablantes, de quelqu'un qui était un ancien secrétaire général au Palais national, qui déclare au juge qui enquête sur cette affaire qu'il aurait subi des pressions de la part de l'ancienne première dame pour que ce monsieur secrétaire au Palais national remette les clés du bureau du président à l'ancien Premier ministre Claude Joseph pour que celui-ci puisse organiser un conseil des ministres et organiser dans 3 mois des élections qui va lui permettre à Madame Moïse de revenir au pouvoir. Et selon ce monsieur qui était secrétaire général au Palais, Madame Moïse aurait tenu des propos pas du tout amènes vis-à-vis de l'ancien président Moïse, donc vis-à-vis de son ancien mari. Je terminerai, M. Blanchet-Gravel, en mentionnant aussi une information qui a été rapportée dans certaines analyses en Haïti et sur les réseaux sociaux, selon lesquelles Madame Martine Moïse et M. Moïse ne vivaient pas en couple au moment pour M. Moïse de se lancer à la présidence, mais que c'est James Solage, qui est un spécialiste des questions électorales en Amérique latine, qui aurait donné l'idée à M. Moïse pour son image de la faire venir rentrer des États-Unis où vivait Mme Moïse. Donc, il y a beaucoup d'informations qui circulent qui faisaient croire que Mme Moïse et M. Moïse n'étaient pas vraiment en bon terme. Et maintenant, sans nécessairement prononcer sa culpabilité, je dis qu'il y a dans son comportement matière à réflexion. On sait aussi que M. Moïse est en train peut utiliser la justice, instrumentaliser la justice contre des gens qui lui sont potentiellement hostiles. On ne doit pas non plus perdre de vue cette piste, mais moi, mon analyse se limite à analyser les comportements incohérents, contradictoires, mais aussi les déclarations qu'on a faites. Sans accuser Mme Moïse, je pense, oui, qu'elle est une des personnes que la justice devrait entendre pour savoir un peu plus sur l'assassinat de M. Moïse. Et le premier ministre lui-même, Ariel Henry, est soupçonné d'avoir participé à l'assassinat de l'ex-président, ou ce n'est plus le cas? Et comment lui se positionne par rapport à ces accusations? On le sait qu'actuellement, il est au Kenya. Il va revenir dans un pays encore plus chaotique. Comment vous voyez ça? Il a déjà quitté le Kenya, M. Henry. Il n'arrive pas à rentrer en Haïti. Il était aux États-Unis. L'avion qui devait le ramener en Haïti n'a pas été autorisé à quitter les États-Unis. Il s'est rendu à Porto Rico pour essayer de regagner Haïti via la République dominicaine, sauf que quelques heures avant l'arrivée de l'avion sur le sol dominicain, les autorités dominicaines ont annoncé qu'elles avaient fermé leur espace aérien avec Haïti
Et selon les dernières informations, si elles sont confirmées, M. Henry serait retourné en Floride, les Américains disant qu'ils n'ont pas l'intention d'utiliser leurs forces armées pour l'aider à rentrer au pays. Et aujourd'hui, on se demande si on n'est pas en train tout simplement de déposer M. Henry. Les prochaines heures diront ce qu'il en est. Alors effectivement, ce que certains analystes haïtiens ont dit après les révélations de la justice haïtienne sur une possible implication de Mme Moïse dans l'assassinat de son mari, probablement l'opinion publique aurait pu être victime d'une tentative de diversion dont aurait été victime, y compris un média comme le New York Times. Ce n'est pas confirmé que c'était tout à fait cela, mais ce qu'on s'est dit, c'est que probablement les gens qui étaient impliqués dans l'assassinat du président Moïse ont passé des coups de fil à des individus comme un ancien sénateur qui est un artiste, un musicien connu en Haïti, Don Cato, c'est de son nom d'artiste, mais de son vrai nom, cher ami. Et ils auraient aussi, l'un d'entre eux, aurait passé un coup de fil, M. Badio, à M. Ariel Henry, tôt au matin, apparemment dans l'intention d'attirer les regards vers ces personnalités qui auraient pu être éventuellement accusées. Et évidemment, le comportement de M. Ariel Henry, lorsque la justice haïtienne l'a invité à l'entendre sur la question, n'a pas beaucoup aidé parce qu'il s'est empressé de se débarrasser des juges qui voulaient seulement l'écouter. À partir de ce moment, certains analystes se sont dit il y a anguille sur roche. Pourquoi il a procédé ainsi? Donc, aujourd'hui, la question qu'on se pose, puisque selon une enquête du New York Times, apparemment, M. Ariel Henry serait impliqué dans cet assassinat, d'autant que ce qu'on n'a pas très très bien compris, lorsque le président Jovenel Moïse voulait l'installer après sa nomination, il lui aurait demandé de surseoir momentanément à cette démarche, d'où aujourd'hui on se demande est-ce que vraiment il n'était pas au courant? Est-ce que c'est une tentative de diversion? Moi, je vous présente tous les faits, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de vérité claire. On est en train de naviguer entre différentes pistes potentielles. On ne sait pas si un jour on sera bien au courant, mais en fait, vous savez que tout se passe aux États-Unis. Apparemment, parmi ceux qui ont été condamnés, pas en toute transparence, il n'aurait pas peut-être pas encore mentionné le nom de M. Ariel Henry. Vous disiez au début de l'émission que le pouvoir s'appuyait sur les gangs pour se légitimer. En même temps, ce fameux chef de gang menace d'une guerre civile si Ariel Henry ne démissionne pas. Donc, en même temps, des gangs, enfin certains d'entre eux, demandent, réclament le départ du gouvernement Henry ou de l'administration Henry. Donc, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Est-ce que Henry va céder? Ils vont vous dire qu'il prolonge son voyage, peut-être qu'il prend du bon temps, il boit des mojitos quelque part en Amérique latine, Porto Rico. Donc, qu'est-ce que vous anticipez comme scénario pour les prochains jours, M. Chantal? Ariel Henry, c'est un dead end. C'est un cul-de-sac. On ne va nulle part avec lui. On ne savait pas nécessairement comment il allait finir, mais de plus en plus de voix s'élevaient dans l'opinion publique haïtienne, dans les médias, pour lui demander de quitter le palais national, car son sort pourrait être aussi triste que celui du président Jovenel Moïse, qui a été assassiné en 2021. Je pense que les Américains aussi se sont rendus compte que Ariel Henry ne peut pas les conduire à l'atteinte de l'objectif qu'ils se sont fixés, c'est-à-dire l'organisation d'élections pour passer le pouvoir à un élu. Maintenant, le problème pour les Américains, si ce n'est pas M. Henry, c'est qui? Donc, on a vu apparaître dans le ciel politique haïtien des éléments un peu étranges
l'ancien chef rebelle, Guy Philippe, qui était emprisonné aux États-Unis, jugé, qui est passé aux aveux, reconnaissant son implication dans le blanchiment d'argent. Il est retourné en Haïti, brandissant à peu près comme un diplôme de doctorat qu'il venait de décrocher à Harvard ou bien dans une autre grande université, se présentant comme le Messie, celui qui va libérer Haïti. On se demandait, est-ce que c'est lui le remplaçant d'Ariel Henry, puisqu'on sait que on s'était servi de lui. Ici, une frange influente de l'oligarchie haïtienne qui ne voulait pas de Jean-Bertrand Aristide, mais aussi les États-Unis qui ont laissé faire Monsieur Guy Philippe, qui est un ancien de l'armée et de la force de police haïtienne. Donc, soit on l'a utilisé, l'oligarchie, les Américains l'ont laissé faire pour se débarrasser de Jean-Bertrand Aristide. Alors, on voyait en son retour en Haïti probablement pas une libération accidentelle, même si ça pouvait être programmé. Il a purgé sa peine aux États-Unis, mais on dit waouh, quelle coïncidence, c'est quand même opportun et peut-être qu'on peut penser à l'utiliser, étant donné que M. Henry ne peut pas aider les Américains. Je crois que c'est ça qu'on doit craindre le plus aujourd'hui, car au moment où je vous parle, il y a même des leaders politiques qui commencent à publier, rendre public des propositions de sortie de crise avec Guy Philippe comme membre d'un conseil présidentiel. Et là, ce serait vraiment le pire des scénarios qui puissent arriver à Haïti, mais les Américains ne reculent pas devant le cynisme s'agissant de défendre leurs intérêts. Ça ne m'étonnerait pas personnellement. Et qu'est-ce que vous pensez qui peut arriver si jamais Monsieur Barbecue, Jimmy Chérizier, s'il met sa menace à exécution? Est-ce que c'est possible ou finalement Haïti a atteint un degré de saturation de la violence et bon, une guerre civile dans le contexte actuel? Qu'est-ce que ça veut dire alors que finalement des groupes armés se font déjà la guerre? Comment vous voyez ça? Parce que seulement la consécration du règne des bandits, puisqu'on a vu que finalement ce n'était qu'un leurre. Les bandits qui peu tuaient, mais ont fait la paix depuis un temps. Ils ont respecté leurs zones d'influence respectives. Ils ont mené ensemble une opération spectaculaire contre des prisons en Haïti et probablement la présence de M. Guy Philippe pourrait être même un élément stabilisateur, il pourrait se poser en équilibriste. Et donc, on s'acheminerait vers un scénario où les bandits prendraient le pouvoir, donc ce serait le règne du banditisme en Haïti. Et à partir de ce moment, comment vont se comporter les pays étrangers vis-à-vis de là? Moi, ce que je peux vous dire, on sait qu'ils ne veulent pas d'une chose. Ils ne veulent pas que le pouvoir tombe dans les mains de progressistes qui vont imprimer le ton, qui vont imposer une manière de se comporter vis-à-vis d'Haïti. Et ce serait pour eux une alternative acceptable. Ils ne l'approuveraient jamais publiquement. Ils feraient mine de dire « nous ne travaillons pas avec des bandits, nous condamnons, nous prendre nos financements, etc., etc. » Mais ils pourraient peut-être laisser faire si jamais ils s'apercevaient que accepter, approuver l'initiative dont j'ai fait mention de la société civile, l'accord de Montana, si c'était ça qu'ils devaient finalement embrasser, je pense qu'ils fermeraient tout simplement les yeux et donc abandonner le pays aux bandits. Et ça, je ne peux pas vous dire vraiment les conséquences que ça aurait pour Haïti. OK, dans tous les cas, on va suivre de très près la situation dans les prochains jours. Monsieur Chantal, merci beaucoup pour ces nouveaux éclairages. Ce n'est pas la première fois qu'on a recours à vous pour analyser la situation en Haïti. À chaque fois, c'était très, très instructif. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Moncton. Vous êtes spécialiste de la Chine, mais également d'Haïti, d'où vous êtes originaire. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie, M. Gravel. À très bientôt.